Hi, Richard. Hi, David. So I'm happy to be working on this webinar series with you this year. You? So I'm Dave Stammen. I'm the principal engineer with UL. I have over 25 years experience with fenestration and building envelope industry. Bonjour, bienvenue à tous. Alors, je suis fier de vous présenter une série de webinaires en enveloppe du bâtiment intitulée 5 inédites leçons sur l'enveloppe du bâtiment. Mon nom est Richard Trampe, je suis architecte depuis 25 ans, consultant en enveloppe du bâtiment et responsable du transfert des connaissances en sciences du bâtiment chez UL. Alors, ce qu'on va vous présenter finalement, c'est une série de 5 webinaires dont on voit ici le portrait général, qui suivent 4 axes principaux que sont le comprendre, le connaître, intégrer puis performer. Les premiers webinaires se concentrent sur le comprendre. On va commencer avec une première tranche qui va comprendre la question de tout ce qui est de l'environnement, le climat, les exigences rattachées à l'enveloppe du bâtiment, pour ensuite se diriger vers les principes physiques. Donc, on va vraiment s'attarder sur les principes qui se rattachent à l'enveloppe du bâtiment à travers ce qui était fait et à travers ce qui se fait et ce qui va se faire aussi. Ensuite, dans le connaître, on va se concentrer au niveau du troisième webinaire sur les plans d'étanchéité, l'enveloppe, les codes, les normes, les différentes procédures d'essai, et évidemment aussi les outils d'évaluation de l'enveloppe du bâtiment. Le quatrième webinaire va se concentrer au niveau de l'intégration, c'est-à-dire qu'on va plus aller vers le concret vis-à-vis de l'enveloppe du bâtiment au niveau de la typologie des enveloppes, les murs, les toitures, les assemblages, la compatibilité des matériaux, etc. Et finalement, on va terminer avec le 5e webinaire sur la performance, donc l'état, les conditions, la performance, le cycle de vie, la durabilité. Donc, on va vraiment regarder tout ce qui se passe à travers le cycle de vie d'un bâtiment, à travers ses désordres, à travers son entretien et aussi, évidemment, à travers sa réhabilitation à la fin de sa première vie. Alors, bienvenue à tous. Je vous souhaite un bon webinaire, puis de nous donner aussi un retour sur vos commentaires, que ce soit durant la présentation ou après la présentation. Merci. Alors, c'est avec plaisir que j'anime encore aujourd'hui, en compagnie de Madeleine, cette formation UL Club portant sur l'enveloppe du bâtiment. Mon nom est Richard Trampe et je me sens privilégié de venir passer du temps avec vous tous, collègues de l'industrie, pour ce 4e webinaire de la série 5 leçons inédites sur l'enveloppe. On est encore aujourd'hui bien plus qu'une centaine à partager ensemble notre intérêt commun pour l'enveloppe. La présentation d'aujourd'hui durera environ 1 heure et je vous invite, comme Madeleine a dit tout à l'heure, à nous transmettre vos questions tout au long de la présentation et on prendra par la suite le temps qui va nous rester pour vous répondre directement et échanger ainsi avec vous. La discussion d'aujourd'hui portera donc sur ces composantes, comme on disait, intégrées dans les typologies d'enveloppes de mur, les pleins, les vides, leurs jonctions, leur mode d'assemblage. Il s'agit bien sûr d'un survol de la matière qui sera éventuellement approfondi par une suite à donner à cette série de webinaires. L'idée est surtout ici de partager avec vous, dans un horizon de 60 minutes, mes expériences et vous transmettre une vision un petit peu plus globale de l'enveloppe du bâtiment. En fait, ce 4e webinaire intègre à la fois le comprendre et le connaître que nous avons abordé dans les 3 précédents webinaires. Il cherche à donner quelques réponses, à intégrer les approches techniques discutées jusqu'ici en visant les objectifs suivants. Se rappeler les différents systèmes de murs, toitures et les autres éléments connexes de l'enveloppe. Identifier les approches à favoriser en fonction des conditions d'exposition et autres contraintes environnementales que nous avons abordées précédemment. Puis enfin, comparer les propriétés de certains matériaux de recouvrement et d'étanchéité, que nous ferons de façon très sommaire, mais surtout pour nous permettre de développer une approche critique face aux produits intégrés à l'enveloppe du bâtiment, en lien évidemment avec leurs propriétés. Donc, j'ai finalement, c'est ça, comme je disais, développé une approche critique. Et j'ai organisé la présentation en suivant les thèmes suivants. On va commencer par une petite mise en contexte en se rappelant de façon historique le principe du revêtement, pour ensuite passer aux assemblages suivant 4 temps, l'expression, la typologie, la composition et l'innovation. Et après, on va vraiment approfondir la question du détail, la notion de détail, que ce soit au niveau du matériau, de la fixation ou des connexions. Et ensuite, nous allons regarder quelques éléments relativement aux toitures.
Richard, si on y allait par un premier regard sur l'enveloppe et le principe du revêtement, une notion fondamentale pour nous rappeler comment s'est développée l'enveloppe, la coquille, son recouvrement et sa protection, à l'heure où les matériaux utilisés comme revêtement sont de plus en plus diversifiés. Oui, ce qui nous amène, Madeleine, comme point de départ en 1851, alors que cette image, tirée des photos mêmes prises par l'architecte allemand Gottfried Semper, montre le fondement même de l'enveloppe, l'abri, la tente primitive, qui a inspiré Semper dans toute sa réflexion sur la structure et le revêtement, la paroi et l'ornement. Tout ceci dans un environnement contrastant à la fine pointe de la technologie de 1851, alors en arrière-plan, le Crystal Palace de Londres. Cette image, pour moi, représente combien la notion même de l'enveloppe peut prendre plusieurs formes. De la tente primitive, encloîtrée dans ce palais préfabriqué de verre, jusqu'à cette expression artistique propre à San Diego Calatravas, alors que structure et peau sont en dialogue intime, alors qu'émane, au-delà de l'expression artistique, un langage technique et un défi toujours à repenser et redéfinir l'enveloppe dans sa recherche architecturale. Mais si on revient un peu à Semper, dans sa quête de définir architecture et enveloppe, Semper part des besoins primitifs essentiels de s'habiller et s'abriter, qui se manifestent depuis toujours par le vêtement et le revêtement, le tissage et la tente, le mur et la toiture. Voilà la tente primitive. Voilà aussi l'apparition d'une expression de technique, se protéger contre la pluie, la neige, les vents, et de l'artistique, la manifestation culturelle. On aurait beaucoup plus à dire sur les études de Semper et leur lien étroit avec l'enveloppe du bâtiment, la matérialité, la façade. Et si jamais vous avez un week-end pluvieux, le cœur de lire du Semper, je vous recommande absolument un de ses ouvrages qui est en lien avec ce qu'on parle aujourd'hui, Science, industrie et art, d'où la photo de la tente primitive est d'ailleurs tirée. Et de cette tente et des besoins qui y ont donné forme, on peut épuiser le titre même de ce webinaire, et j'ai épuisé finalement l'inspiration du titre, qui est une typologie de l'enveloppe, c'est-à-dire la démarche qui en définit les types, un assemblage, un procédé de réalisation, une approche davantage technique, mais aussi teintée de la culture et de l'environnement. Puis un matériau, la matière de base pour réaliser l'assemblage, matériaux organiques, minéraux, composites et métalliques. Nous nous retrouvons constamment ainsi entre nos sources, nos éléments de base, terre, eau, air, feu et les avancées technologiques. C'est à quelque part, à mon avis, la dualité de l'enveloppe du bâtiment. Défi technique, expression artistique, fermeture ou protection ou ouverture. Dualité ici exprimée par cette maison à Cantercel en France, en partie enfouie sous terre, en contact avec le sol, avec des matériaux qui expriment ce lien, pierre, mortier et bois. Un bâtiment tout simple, avec une enveloppe ingénieuse, un toit végétal, tout en harmonie avec les éléments terre, eau et air. Et à ceci, j'oppose un bâtiment tout aérien que je vous ai montré déjà, le centre Sony de Berlin, alors que matériaux, angles, couleurs, revêtements participent à donner à l'enveloppe une dimension aérienne en mouvement perpétuel. L'intégration d'une double paroi avec contrôle mécanisé est ici en complet équilibre avec l'image donnée à l'ensemble. On peut peut-être parler, autant pour l'édifice de Cantercel que pour Sony, d'une certaine honnêteté entre ce que la façade, son enveloppe, ses revêtements expriment et ce qu'elle est en réalité. L'enveloppe est à quelque part au service de nos besoins, capteur d'énergie à gauche, régulateur et capteur d'eau de surface au centre, ou encore le noyau même des activités de loisirs à droite. Voilà ce que nos matériaux et nos assemblages procurent aujourd'hui. Voilà ce que nous regarderons de plus près dès à présent. Regardons d'abord nos assemblages, suivant leur expression, leur typologie, leur composition et l'innovation. Donc, l'expression. Étudions d'abord la question du mur, qu'on peut aisément définir comme un ouvrage qui, dans le plan vertical, sert à enclore un espace, à soutenir des terres, à constituer les côtés d'une maison et en supporter les étages. Mais un mur, comme on a vu dans notre mise en contexte, c'est bien plus. Voici une série d'images que je vous présente et qui montrent à quel point un mur, c'est plus. Un mur, ça sert à se protéger des intempéries. Ça sert aussi de capteur d'énergie, de plus en plus de contribution à la facture énergétique.
Un mur, ça sert à régénérer, donc c'est devenu non plus seulement un témoin dans la ville, mais un acteur au niveau de la qualité de l'air. Un mur, c'est encore une adaptation entre différentes époques. Ici, on voit deux époques foncièrement différentes et des nouveaux accès qui ont été donnés au bâtiment d'origine. Un mur, c'est un bâtiment et c'est partie intégrante du recyclage à faire. Un magnifique exemple ici, la métairie de Saint-Hyacinthe de ACDF. Un mur, c'est le témoin d'un savoir-faire et l'enveloppe du bâtiment a dépassé depuis longtemps une simple définition, d'après moi, de mur. L'enveloppe, elle devient l'expression même d'un ensemble, comme ici, à Strasbourg, alors que toiture, murs et fenêtres participent par leur typologie. Il s'agit ici de murs rideaux et d'un arrière-mur en bois à créer l'expression architecturale. Revenons donc à ces différentes typologies qui sont de fait l'assise même de notre pratique de l'enveloppe du bâtiment. On a vu au webinaire précédent cette image qui illustre les trois principaux systèmes et quelques-unes de leurs variantes les plus communes. J'aimerais reprendre ici ces systèmes et que l'on regarde ensemble lesquels sont encore utilisés ou sinon réhabilités. Tenter de grouper, dater, généraliser est toujours hasardeux, d'autant plus qu'on ne peut pas tenir compte évidemment des pratiques régionales dans un tableau aussi simplifié. Mais je vous soumets néanmoins ma propre réflexion sur l'évolution des espèces et celles en voie de disparition. J'ai déjà expliqué en détail les grands paramètres au webinaire 3 de nos trois principaux systèmes dans le passé et je vais simplement rappeler ici que jusqu'au 20e siècle, comme on sait, les constructions en massif constituaient la grande majorité des enveloppes dans une façon de faire encore non industrialisée ou si peu, que ce soit en pièce sur pièce, puis en carré de madrier. Nos bâtiments d'origine étaient d'abord en bois, puis en maçonnerie, pour des raisons évidentes de sécurité incendie et de durabilité. On se souviendra que c'est d'ailleurs, entre autres, l'incendie de Chicago en 1871 qui permettra l'émergence de nouvelles façons de faire et ouvrir nos voies vers des systèmes plus légers, plus rapides, avec des procédés industrialisés. Les systèmes à cavité, qu'on voit finalement en bas, la rangée du milieu, comme tels, sont graduellement apparus en laissant des creux dans les murs au tournant du 20e siècle. Ma première rencontre personnellement avec un mur creux date de 1885, le monastère de Saint-Hyacinthe qu'on a vu tout à l'heure. Mais pour la grande majorité des constructions, c'est vraiment dans les années 50 que le mur à cavité aéré et drainé est apparu. Puis c'est l'écran par pluie qui s'est développé vers les années 80 avec le principe de la double étanchéité, le pare-pluie, la face extérieure, et le pare-eau, la membrane dissimulée qui procure une étanchéité complète. C'est ce qu'on voit sur l'image, le deuxième petit croquis, le mur d'écran pare-pluie conventionnel, par opposition au mur à cavité à gauche. Alors, on voit la bande jaune-orange finalement qui a été rajoutée dans les années 80. Aujourd'hui, on utilise des dizaines de variantes de l'écran pare-pluie, mais je m'attarde dans ce webinaire sur 4 grandes familles, celles que je crois qui sont les plus utilisées ou les plus prometteuses. Donc, comme je disais, il y a l'écran conventionnel avec sa cavité aérée drainée, parfois ventilée, une sous-variante souvent nommée la façade ventilée. Puis le PPE, l'écran pare-pluie à pression équilibrée, qui, au moyen d'une compartimentation de la cavité, cherche à annuler les pressions d'air qui sont exercées sur les façades, que ce soit par le vent, les systèmes mécaniques ou l'effet de cheminée. Troisième, qu'on va voir tout à l'heure aussi, le mur parfait, ou qu'on va revoir, le plus connu sous le nom de Perfect Wall aussi, qui regroupera tous les plans d'étanchéité ensemble sous un même plan avec une isolation principalement reportée vers l'extérieur de l'assemblage. Et enfin, à droite, la façade à double pot qui créera, comme on l'a vu à quelques occasions, littéralement 2 plans de façade, améliorant grandement la performance contre l'eau et créant des espaces permettant de générer ou non des échanges d'air. L'écran par pluie constitue maintenant, comme on sait, l'approche la plus utilisée. Aussi, dans ce qu'on appelait avant les murs scellés ou les murs sandwich, on y prévoit maintenant des dispositifs de drainage. On appelle maintenant souvent ces systèmes des hybrides, que ce soit les systèmes préfabriqués en béton, les enduits isolés ou tout autre système, comme on voit finalement la famille du bas, là, du mur scellé, sur la question des hybrides. Richard, ça nous montre en un clin d'œil les approches qu'on rencontre dans l'enveloppe verticale, mais qu'est-ce qu'il y en est dans l'horizontale?
La toiture est souvent plus simple à développer, surtout en raison des matériaux ou de l'équipement habituellement assez restreints, comparé aux multiples ouvertures et autres éléments tectoniques dans les murs. Oui, Madeleine, la pente et la stratégie d'isolation, pour moi, constituent peut-être la base de sélection de la plupart des systèmes et c'est relativement simple. Selon le petit graphique que je vous présente, les toitures inclinées que l'on retrouve dans le résidentiel, mais aussi sur de grands édifices, pourront être ventilées ou non. Et lorsqu'elles sont ventilées, elles pourront offrir un toit cathédral, comme on sait, un dégagement par l'intérieur ou des combles dissimulés. Les toitures inclinées sont habituellement simples à étancher en raison de la pente favorisant l'écoulement. C'est un peu le principe des plumes sur le dos d'un canard. C'est pas très compliqué. Les toitures à pente faible constituent peut-être le défi à étancher avec en prime des problèmes d'accumulation de neige ou de glace dans les climats froids. Et encore ici, ce sera la ventilation qui déterminera, d'après moi, entre autres, le type d'assemblage qui sera préconisé, alors qu'une toiture avec des combles ventilés sera la plupart du temps recouverte d'une toiture qu'on appelle conventionnelle, c'est-à-dire une membrane d'étanchéité exposée du côté extérieur. Les combles ventilés, à cause entre autres des risques plus importants de propagation du feu, sont moins utilisés qu'auparavant. Et ce sont surtout les toits non ventilés, appelés aussi les toits sandwich, que l'on retrouve maintenant avec une membrane exposée, donc toiture conventionnelle, ou protégée au moyen d'un isolant et de lestage, ou encore d'une composition végétalisée de plus en plus utilisée, mais encore ici avec des dispositifs de sécurisation importants eu égard à la propagation d'incendies. À l'effet des toitures végétales, justement, si vous n'avez jamais vu un fumeur mettre le feu à des broussailles sur une terrasse végétalisée au mois de septembre, bien, tant mieux pour vous, car que dans mon cas, j'ai effectivement mis le feu, j'en fais une confession, à des arbustes sur une toiture par le pays, et c'est assez faramineux de voir la propagation d'incendies. C'est depuis ce temps-là que tu as arrêté de fumer? Oui, c'est ça. Voilà maintenant plusieurs mois que j'ai arrêté de fumer. Mais c'est tout de même une histoire vraie. On connaît tous les dispositifs maintenant qu'on a avec les dispositions de la régie du bâtiment concernant les toitures végétalisées. Je ne m'attendrai pas plus à cet instant sur cet élément ici, mais pour continuer finalement sur l'ensemble des typologies, que l'on parle de murs ou de toiture, c'est très bien de connaître les grandes stratégies d'assemblage comme on vient de faire, mais c'est aussi bon de les mettre dans leur contexte. Et le contexte est toujours important pour moi. Regardons ici un multirésidentiel typique de 1971 et comparons-le avec un même usage 50 ans plus tard. Plancher en porte-à-faux, balcon toiture, fenêtre en projection, sortie mécanique, immense fenêtre et j'en passe. En regardant l'image à droite, on comprend ici que les systèmes, les assemblages en fait, auront comme principale utilité de faciliter les jonctions. Le système lui-même a tellement moins d'impact comparé à tous les défis que représentent les détails. Pour moi, c'est un élément fondamental. On peut faire le même exercice sur à peu près tout, comme ici, sur une maison peut-être un peu trop simpliste à gauche, mais regardons à droite, quelle complexité. Et je me passe de tout commentaire de nature esthétique. Les systèmes d'enveloppe se confondent, se côtoient et se parlent. Un plafond devient mur et le mur devient bassin d'eau. Une paroi opaque construite s'appuie à gauche sur une paroi ouverte. Oui, on peut parler de typologie, mais c'est bien plus les typologies qui nous parlent et qui lancent à l'enveloppe et au détail des défis extraordinaires. Regardons de plus près, Madeleine, de quoi se composent ces fameuses typologies de murs et de toitures. Alors, on pourrait d'abord aller chercher deux définitions bien simples d'un mur et d'un toit. Alors, je dirais que la première définition consensuelle d'un mur serait une paroi solide d'allure verticale qui délimite deux espaces, alors que la définition consensuelle d'un toit se décrirait par une paroi couvrant la partie supérieure d'un édifice ou d'une partie d'édifice. Heureusement, Madeleine, l'architecture est pas mal plus excitante que les définitions que tu as données. Ici, par exemple, une allégorie sur un même thème, une même maison, mais avec une expression des revêtements, des toitures, bref, une enveloppe de bâtiments complètement différente. Qu'est-ce qu'un mur, qu'est-ce qu'un toit? Ici, on ne peut être plus clair sur ce qu'est la toiture, très simplement, quoique montré en 6 variations passablement communes. Qu'est-ce qu'un mur, qu'est-ce qu'un toit? Bien, on ne le sait plus vraiment. Par exemple, l'architecte Franco Gehry nous a habitués à ces allégories que l'on retrouve maintenant de plus en plus. L'enveloppe est un tout à la fois recouvrement, limite, espace et passage.
Recouvrement, limite et passage, c'est bien ce que l'on peut voir ici dans l'évolution du mur par les études de Cantersel que je vous ai déjà présentées au webinaire précédent. La double peau, le mur passage, la dernière image, voilà le mur qui devient toit et qui recouvre l'ensemble. Et pareil à cet exemple que j'ai pris de mur rideau toiture, pas tellement loin, à quelques pieds de moi présentement, c'est notre centre de formation à Varennes, au Québec. L'enveloppe mur et l'enveloppe toiture se confondent avec les défis, ou je dirais même les problèmes que cela impose. L'enveloppe est rendue parfois trop souvent seulement un écran dur et mince qu'on cherche à contrôler totalement. Et à ce sujet, j'assistais il y a quelques années à une conférence en France d'un architecte d'expérience qui rapportait qu'aujourd'hui, on construit de façon étanche dans des conditions inévitablement sèches à cause de la vulnérabilité des matériaux d'assemblage à l'eau maintenant, et avec des composantes dures. Dures, étanches, secs. Et on a des problèmes. Pourtant, on a construit durant des siècles avec des systèmes flexibles, poreux et humides, en respectant le pouvoir des matériaux d'absorber et de s'assécher. Je vous lance ici seulement ces quelques mots, mais des mots qui portent au sens de notre pratique, qui peuvent porter à réflexion. Peut-être qu'à travers ces extrêmes, y aurait-il des conditions gagnantes pour l'enveloppe, pour le bien-être, pour la santé. On commence à voir des tours avec des fenêtres ouvrantes, pas beaucoup ici, pas mal plus en Europe, mais peut-être est-ce le début d'un dialogue à reprendre entre les environnements et nos enveloppes. Faire dur, faire scellé, faire étanche n'est pas gage de succès. Et on le sait, on n'a qu'à penser aux détériorations massives des condominiums dans les années 90, autant au Canada qu'aux États-Unis, au recours collectif de millions de dollars qui a eu à cet effet, en utilisant dans des climats humides ou le long des océans des assemblages qui empêchent totalement l'assèchement, favorisant contamination, putréfaction et évidemment danger pour la santé. C'est ainsi que domine depuis des décennies, pour la plupart de dans notre pratique, l'écran par pluie, comme on disait tout à l'heure, et sous toutes ses variantes. Ici, une variante pour les climats nordiques, alors que nous sommes tenus d'isoler nos assemblages par l'extérieur pour diminuer les transferts de chaleur directe, comme c'était le cas auparavant. Nous appelons ça ici la paroi à double isolation. Nous sommes tenus dans les petits bâtiments comme on sait actuellement. Ça risque de changer assez rapidement. Pour finir sur l'écran par pluie et se mettre une belle image, pourquoi ne pas se rincer l'œil avec ce splendide double pot à colonne de l'architecture piano, où toiture et murs, encore ici, se fondent et créent des assemblages extraordinaires. Mon tableau évolutif montrait des compositions types, l'une à la suite de l'autre. La vraie vie est autrement. On saute des périodes, on adapte par région, on rénove et on remet aux normes du jour. Bref, on rencontre bien des situations variées. Comme des bâtiments majestueux qui m'ont toujours impressionné, qui semblent en pierre de taille, à Kamouraska, dans le bas du fleuve, avec leur noble appareillage, mais qui, somme toute, ne sont que des pièces sur pièces en bois, camouflées sous des faux aspects de pierre. Ou encore cette maison pièce sur pièce, construite dans les années 30, qui constitue évidemment une véritable passoire, très peu sinon pas isolée, ni étanche à l'air. Un système peu performant, mais au goût, ou plutôt au budget de l'époque. Un système qu'on cherche à améliorer ici en adaptant, en améliorant, en réconfortant, en isolant par l'intérieur. On a sans le savoir déplacé notre assemblage au froid, donc notre bois finalement qui se trouve vers l'extérieur en étant isolé à l'intérieur. On a créé des zones vulnérables à la condensation. On a littéralement créé le point de rosée dans le mur et on a fait pourrir la maison. On avance dans le temps, on construit maintenant en charpente légère avec des isolants entre les montants. C'est la manière économique de faire. C'est la manière de faire aujourd'hui, beaucoup plus qu'isoler par dehors et réchauffer ainsi les charpentes. Réchauffer les charpentes, comme par exemple ici, derrière le gypse, la charpente que je n'ai pas dessinée, donc vers l'intérieur. C'est une réhabilitation, donc dénuder au chaud la charpente. C'est sûr que des questions se posent ici lorsqu'on fait un mur parfait, comme on dit, isolation par l'extérieur. Les ajustements sont requis, eu égard au son, ou à la transmission du sang, non pas du sang, mais du son,
Eu égard au feu, mais une réflexion s'impose et je crois qu'en 2019, sur l'optimisation de nos écrans par pluie, il y a beaucoup de choses à faire. Réflexion qui doit considérer l'ensemble de nos façons de penser et de faire, comme par exemple au moyen de quelques simulations. Alors, une petite intermède avec quelques exemples de simulations. Ceux qui ont assisté au troisième webinaire, on a examiné au troisième webinaire, comme on se souvient, l'impact de fuite d'air sur quelques assemblages au moyen de simulations en lien avec le thème des plans d'étanchéité. L'exercice que je vous propose aujourd'hui, encore là avec un petit jeu de simulation, est de regarder un assemblage commun en jouant avec la perméance d'un panneau de revêtement intermédiaire pour mieux comprendre comment l'assemblage de l'enveloppe réagit ou nous permet d'anticiper les réactions. Nous allons aussi travailler au niveau du mur parfait, donc avec un système de mur, on vient de voir l'exemple précédent sur la sonométrie, donc on va regarder comment ça peut se comporter lorsqu'on simule ce type de mur. Comme par le webinaire précédent, avec l'aide de mon collègue Charles Beaulé, j'ai compilé le résultat d'une simulation avec un mur très conventionnel que vous connaissez tous, de type commercial, petit commercial, comprenant un panneau intermédiaire à faible perméance, comme on voit dans la description des matériaux dans le haut. J'ai ma membrane d'olefine, panneau d'isolation rigide, puis en dessous, le panneau intermédiaire rigide. Juste donc derrière l'isolant en panneau donnant dans la cavité, vers la cavité murale extérieure. Donc un mur très commun, et je vous rappelle rapidement que les couleurs en haut du mur représentent mes plans d'étanchéité. Le bleu pour l'étanchéité à l'eau, orange l'étanchéité à l'air et le rouge mon pare-vapeur. Alors que ce qui nous importe aujourd'hui, la courbe mauve qui montre le niveau de pression de vapeur d'eau à saturation, et elle vient croiser ici avec ce système de mur-là. Elle vient croiser juste dans l'axe du panneau intermédiaire, donc dans le bas, ma courbe verte, qui est le niveau théorique de pression de vapeur d'eau sous des conditions d'usage standard. D'où le risque de condensation à cet endroit névralgique. En fait, avec la méthode des points de rosée, on utilise souvent deux méthodes, comme j'indiquais auparavant. Ici, c'est la méthode de base de points de rosée. Donc, avec cette méthode qu'on a étudiée au troisième webinaire, ça tend ici à confirmer le risque que peut représenter dans un climat froid un tel assemblage. Ce graphique tiré c'est exactement les mêmes chiffres, mais une autre image, met ainsi en évidence le risque au droit même du panneau intermédiaire de condensation qui pourrait, avec un matériau organique, par exemple, engendrer évidemment d'autres problèmes dans le mur. C'est évidemment où est-ce qu'on voit la ligne du 100%. Le remplacement d'un matériau par un autre peut considérablement changer notre évaluation du risque par simulation. Ici, avec un matériau intermédiaire offrant une plus grande perméance, donc le transfert de la vapeur d'eau qui se fait plus facilement, les courbes vertes et mauves se croisent, mais maintenant vers l'extérieur, comme vous voyez, vraiment dans la paroi extérieure de l'isolant extérieur, donc tout près de la cavité murale, diminuant ainsi les risques de dommages. Voyez ici, je reprends ma courbe de risque, voyez comme on a déplacé vers l'extérieur le risque de condensation. Mais ceci, donc ici c'est un sommaire des deux avec mes risques, ceci en se basant sur la seule méthode des points de rosée. Et comme j'ai indiqué dans le webinaire 3, lorsqu'on fait des exercices comme ça et on regarde les systèmes de murs, il n'y a pas mieux que de simuler au moyen de plusieurs outils pour évidemment raffiner nos hypothèses. J'ai donc avec Charles repris tout l'exercice avec la méthode dynamique, souvent moins alarmiste et tenant compte d'un nombre accru de considérations, qu'on utilise avec le logiciel Wofi, comme j'ai indiqué auparavant, donc qui inclut toutes les considérations climatiques, les précipitations, les humidités extérieures aussi. Donc, on voit la diffusion à deux voies, vraiment pas juste vers l'intérieur-extérieur, mais aussi de l'extérieur vers l'intérieur, mes deux flèches bleues. Bref, en faisant tout ça, ce qu'on constate avec le même mur, on commence avec notre mur finalement qui a une perméance qui est faible. Donc, on peut constater un risque limité pour un panneau à forte perméance, donc ici, qui a une perméance qui est élevée, alors que ce que l'on voit sur la courbe noire, c'est le risque évident lorsqu'on tient compte de la première année de l'assèchement des matériaux. On se souviendra que la méthode dynamique nous permet de considérer la période névralgique vraiment là, de la première année où les matériaux s'assèchent et un risque beaucoup plus faible, comme on voit, le 60, même qui est
beaucoup plus bas que 70 ou 60, c'est la courbe grise qui met de côté la première année de mise en service. On s'aperçoit finalement qu'avec la méthode dynamique, le risque qu'on trouvait si important dans la méthode à pointe rosée n'est pas aussi éloquent dans la méthode dynamique. Donc, lorsqu'on compare ici à gauche les risques liés aux murs à faible perméance et ceux liés à forte perméance à droite, toujours ici, c'est la méthode dynamique, on comprend que le danger évident mis de l'avant par la méthode de pointe rosée, je vous disais, il n'était pas si éloquent dans la méthode dynamique. Puis on comprend dans le fond que c'est vraiment la première année qui va être la plus dangereuse et sinon, ça va être les fuites d'air. Donc, ce ne sera pas des considérations conceptuelles, mais vraiment une mauvaise installation, un mauvais comportement de jonction de matériaux, etc., qui vont aggraver les risques reliés à l'usage d'un panneau intermédiaire à faible perméance. Et c'est toujours, comme je dis, intéressant de faire ce genre d'exercice-là global. Les simulations nous sont d'une utilité précieuse, je dirais voire essentielle, mais il faut toujours faire attention. On peut leur faire dire, premièrement, n'importe quoi, donc ça prend vraiment des bons analystes. Et deuxième chose, la bonne pratique serait toujours d'en faire usage en croisée et non pas juste en solo, donc plusieurs méthodes comme telles. Avant de terminer notre partie traitant des assemblages, on va regarder quelques instants certains aspects innovateurs qui prendront, à mon avis, de l'ampleur dans le développement de la science du bâtiment. Et je vais commencer finalement par justement mon mur parfait de tout à l'heure avec la simulation. Donc, comme j'ai déjà dit, isolé par l'extérieur toute l'enceinte du bâtiment demande, comme discuté avant, plusieurs ajustements, son, feu, etc. Mais il s'agit pour moi d'une des façons les plus prometteuses et simples d'améliorer la performance de nos enveloppes. La simulation dynamique qu'on a fait met en évidence justement le peu de risques de problèmes associés à une telle organisation des plans d'étanchéité, tous situés derrière les plans d'isolation. Les risques de condensation sont pratiquement éliminés dans les parties vulnérables de l'assemblage et ce, même en considérant les premières années, alors que certains matériaux, dont le bois, doivent s'assécher. La pose des plans par air, par vapeur, par eau, dans une seule et même étape, comme on voit ici, donc c'est évidemment on voit un mur avant la pose d'isolation extérieure, facilite considérablement l'installation et même la réalisation des jonctions, dont ici, par exemple, le périmètre d'une fenêtre. Quelques avantages du mur parfait. Donc, on contrôle ainsi de façon beaucoup plus réfléchie nos ponts thermiques. Toutes les composantes plus délicates ou vulnérables sont à l'abri des intempéries, à la chaleur et protégées des rayons du soleil. Et évidemment, moi, ce que j'ai vécu dans la construction, dans les chantiers où j'ai travaillé avec ce type de mur-là, lors de la construction, la structure de l'enveloppe est rapidement à l'abri de la pluie et de la neige, ce qui rend les conditions de chantier évidemment moins difficiles. L'innovation en enveloppe du bâtiment réfère aussi, bien sûr, à des nouveaux matériaux et procédés. Loin de moi l'intention de vous présenter ici, en quelques minutes seulement, les éléments les plus cruciaux dans l'innovation. Je vais plutôt vous présenter ceux qui représentent, selon moi, une avancée significative. Premièrement, les matériaux intelligents, dont la membrane intelligente ou Smart Membrane, en sont un exemple du nombre, d'autant plus dans nos climats actuels. Vous savez, où l'inversion du sens du point de rosée est dorénavant prévisible dans de nombreux endroits en Amérique du Nord. Donc, la membrane intelligente arrive avec une caractéristique qui est très intéressante. En fait, comme le montre le petit graphique en haut à droite, la perméabilité de la membrane en question permet ou non, selon les saisons, la migration de la vapeur d'eau, état donc selon les conditions d'humidité. Cette membrane permet ainsi de monter des assemblages perspirants. D'autres matériaux, comme certaines paraffines, c'est la photo de gauche que j'ai tirée de la revue Science et Vie, sont mises à contribution parfois pour développer des panneaux, c'est en France ces panneaux-là, qui dégagent entre autres de la chaleur lorsqu'ils se refroidissent. C'est ce qu'on appelle les les matériaux à changement de phase, comme par exemple la glace. Prenons l'exemple justement de l'eau qui gèle à 0 degré et qui produit une réaction exothermique, donc une libération d'énergie, un dégagement de chaleur. Eh bien, ce sera la même chose pour ces paraffines qui, à 20 degrés, par exemple, dégageront de la chaleur sous le refroidissement, permettant de transférer quelques degrés dans l'air ambiant. On parle de 1 à 2 degrés au niveau de l'air ambiant. Enfin, au centre en bas, évidemment, l'aérogène.
Donc, une substance qui existe, moi, ça fait peut-être une quinzaine d'années que je la connais, une substance qu'on intègre maintenant à des maillages de fibres de verre pour en faire des isolants haute performance. On parle de R10 au pouce, ce qui est très, très intéressant. Utilisé d'abord en Allemagne, aux États-Unis, on le voit arriver au Canada aussi. Donc, c'est vraiment des matériaux, des éléments qui vont façonner notre pratique dans les prochaines années. Voilà juste quelques exemples qui vont améliorer justement la performance et la durabilité de nos enveloppes. Vous savez, je crois que le développement en sciences du bâtiment se concentrera dans l'avenir sur ce lien si précieux et encore plus fondamental en ces temps actuels, climat, habitat, occupant. Habitat que je prends au sens large, c'est-à-dire où l'on vit donc dans tous nos édifices. C'est ainsi que nos murs végétaux, nos murs chauds, nos murs de masse deviennent des facteurs clés de l'enveloppe. Demain, ce ne sera plus l'exception, ce sera, je souhaite, la pratique courante. Chacun de nos gestes, je l'espère, témoigneront de cette sensibilité à nous donner des environnements sains et contributifs au bien-être et à l'efficacité. Pour une dernière fois, abordons ça des systèmes d'enveloppe qui, selon moi, peut répondre à l'amélioration de nos vies, comme on l'a déjà vu, les façades à double pot. En fait, le principe est bien simple, comme on le voit sur cette image. Premièrement, en été, on doit s'attendre à une accumulation de gains solaires dans l'espace d'air et à un déplacement de l'air vers le haut, donc sous l'effet de la hauteur de la différence, le tirage par effet de cheminée. Il s'agit ainsi de créer une zone tampon qui diminuera la nécessité de climatisation intérieure. On évacuera l'air chaud dans le haut. On crée ainsi l'été une première barrière contre la surchauffe. Et l'hiver, dans la zone, elle sera chauffée sous l'effet de serre et pourra être récupérée pour alimenter les conduits par de l'air déjà tempéré. Ceci, c'est le principe de base qui est fort simple. On peut varier pour créer dans ces zones tampons différents environnements. Et juste une petite histoire, je fouillais en fin de semaine dans mon vide sanitaire et j'ai trouvé des volets ma maison date du début du siècle, des années 1900, et c'est des volets et des panneaux amovibles de 7 pieds de haut et carrément, c'était une double peau que les gens se mettaient devant les fenêtres avec un contrôle assez intéressant, là, des manœuvres d'ouverture et de fermeture. Et c'est un petit peu ça qu'on reprend par ce principe-là ici. Quand je dis ici, c'est un peu au Canada, mais ça s'en vient graduellement. Parce que c'est plus long, on peut voir un peu les avantages puis les inconvénients ou les désavantages de ce type de paroi-là. Les avantages, évidemment, la double peau permet une moins grande exposition aux intempéries, coups de vent, pluie, etc. Et c'est un système qui coupe mieux le son, donc voilà un avantage intéressant. Et on peut permettre l'installation des fenêtres tout en étant protégé et une grande flexibilité dans l'usage aussi du mur de fond. Et le potentiel, évidemment, esthétique est énorme, comme on a pu le voir dans tous ces webinaires que j'en ai montré. Comme des avantages, je dirais plus, c'est comme des préoccupations. Évidemment, il y a la question du coût de construction. Et c'est comme si, ici encore, on est à la quête, à la recherche de notre double pot qui fonctionnerait sous notre climat. Donc, vraiment du développement à faire de ce côté-ci. On a vu avec DSK, le projet avec Co-Architecture, le dernier webinaire, comment on peut faire, par contre, des éléments intéressants. Besoin d'entretien des surfaces, évidemment, s'il y a un coût à l'entretien, il y a un coût par rapport à l'espace pour l'entretien, donc volumineux, évidemment, ça élargit le volume, la volumétrie de l'ensemble. Réduction, entre guillemets, de la lumière naturelle, c'est plus une recherche de contrôle, donc ça prend vraiment plus une analyse en profondeur et ça peut tirer avantage, évidemment, à contrôler la lumière naturelle. La question de la modélisation, c'est ce qu'on me dit. J'en ai pas d'expérience de ce côté-là, mais au niveau de la modélisation en fonction des mouvements d'air, évidemment, qui sont créés, c'est plus difficile d'avoir des modélisations qui sont plus fidèles. Je vais terminer les systèmes innovants par deux forts intéressants que je ne connais pas personnellement, mais que j'ai puisés dans des revues d'architecture et qui concernent la protection solaire par la mécanisation des revêtements. À gauche, un système de façade dite homéostatique qui régularise les apports solaires à l'intérieur. En fait, ce sont comme des pare-soleils, mais dont la forme est optimisée en fonction de l'ensoleillement. Les éléments sont en plastique et en aluminium diélectrique. Ils se contractent et se dilatent par courant électrique conditionné par le soleil. Ils se positionnent à l'intérieur d'une double peau, donc évidemment à l'abri des intempéries et des autres contaminants urbains. À droite, une tour à bureau à Abu Dhabi, construite en 2012.
On comprend l'intensité des températures, évidemment, qui dépassent 40 degrés, mais encore ici, ce sont un peu comme des pare-soleil créés pour se protéger du soleil, mais aussi pour résister au sable, ce qui est intéressant, donc adapté à l'usage. Il s'agit en fait de panneaux amovibles contrôlés par ordinateur qui permet de voir à travers. En fait, c'est un écran solaire dynamique créant une deuxième peau de 2 mètres de large. On indique dans l'article que la facture énergétique serait coupée de moitié au niveau de la climatisation. Donc, tous ces systèmes innovants amènent l'utilisation de nombreux matériaux de façade. Et la question se pose ici, qu'en est-il de la protection et la sécurité incendie? Comme de nouveaux matériaux et assemblages sont créés, comme c'est-à-dire de nouveaux matériaux sont créés pour de très longues durées, on doit se préoccuper des effets de la propagation du feu et de sa protection, d'autant plus avec les différentes combinaisons de produits et la multiplicité des revêtements sur les façades. Ça ne prend pas grand-chose pour augmenter de manière exponentielle de nouvelles combinaisons et assemblages de façades, comme on peut le voir ici. Donc, un petit calcul qui a été monté par mon collègue David Stayman, qui m'aide à monter ces webinaires. Et on voit ici que, par exemple, 2 types de gyps, plus 3 types d'isolants, plus 2 membranes d'étanchéité, plus 2 panneaux d'aluminium, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 24 assemblages différents. En plus, le simple fait d'ajouter au-delà de ça des petits éléments considérés comme novateurs dans chaque composante, les fixations, les éléments particuliers, les bris thermiques, donc ça peut aggraver évidemment l'ensemble des variations qui doivent être examinées ou testées de façon détaillée, mais aussi dans l'ensemble pour déterminer les effets du feu sur la conception et le comportement de l'enveloppe du bâtiment. Mais ce n'est pas simplement la sécurité incendie. On doit souvent comprendre de plus en plus qu'on va tenir compte dans l'ensemble de tous les effets d'innovation avec le feu, mais aussi avec les autres éléments qu'on connaît plus, les fuites d'air, infiltration d'eau, effet thermique et effectivement beaucoup d'autres éléments. En fait, il faut toujours maintenir un équilibre entre la résistance au feu traditionnel établi par les codes depuis assez longtemps et la performance de l'enveloppe du bâtiment, telle que l'air, l'eau et la structure, en conjoncture avec la sécurité incendie. Ce sont les mêmes matériaux et systèmes que ceux utilisés pour l'enveloppe extérieure, mais pendant des années, ces tests ont été considérés séparément. On commence ici, à quelque part, à voir avec raison le feu comme une considération extrêmement liée, voire indissociable de l'enveloppe du bâtiment. Et ça, c'est une nouvelle approche qui se développe depuis quelques années. Abordons notre troisième partie, le diable est dans les détails. Donc, commençons par regarder le matériau de revêtement. Miss Van der Rohe affirmait que Dieu était dans les détails. C'est déjà mieux que ma vision avec le diable, mais sérieusement, Miss Van der Rohe, cette incontournable référence, accordait, comme vous savez, aux détails un soin, une simplicité exemplaire en respectant chaque propriété, chaque élément de l'assemblage et son usage. Et évidemment, c'est une référence pour moi, pour bien du monde, au niveau de la technique et du détail en architecture. Et parlant de détails, là, c'est peut-être justement le nœud du problème. On ne peut pas faire la genèse des matériaux de revêtement aujourd'hui, mais ici, un seul exemple, par exemple, le béton léger, le fibrociment, un de ces matériaux mal aimés, qu'on a mal aimé, vous savez, avec tous les problèmes qu'il y a eu il y a environ 10 à 15 ans, car souvent incompris. Comme bien des matériaux, on l'a utilisé sans se poser de questions, sans comprendre comment ça marche, comment ça réagit à l'eau, à l'humidité, à l'action capillaire, tout ce que l'on voit ici comme désordre, sans comprendre finalement comment en faire un bon détail. Et pourtant, des façades exemplaires de panneaux de fibrociment après 20-25 ans d'années en service, il y en a. Par exemple, ici, finalement, l'Université du Québec à Québec, où on a pris soin de limiter la longueur des éléments, simplifier les formes et prévoir des bons joints de division aux bons endroits. Le souci du détail, prévoir, comprendre, tout commence à la conception, documenter, fournir les bonnes informations à grande échelle. La performance de nos assemblages, elle commence ici. Dans le cas que je vous montre ici, justement, des détails de joints de division qu'on avait à développer pour un système de revêtement en planche de fibrociment. Donc, des détails qui sont assez poussés, des échelles assez grandes. Il n'y a pas, d'après moi, de revêtement nécessairement incompris. En fait, ce sont plutôt des revêtements dont les détails sont bien souvent négligés ou sinon inexistants. Comme un autre exemple ici, ces revêtements de bois
qui performent, mais on le sait moins bien sous certains climats. Ici, en zone côtière, alors que les détails de jonction sont complètement négligés. À gauche, pas d'espace pour l'assèchement entre les planches. À droite, une contrepente évidente entre deux éléments. Est-ce que c'est parce que le bois pourrit trop vite, tout le temps? Bien sûr que non. Pensons seulement au temple japonais qui date de 800 ans et pensons seulement aussi à plusieurs bâtiments qu'on a au Québec qui datent de 2 puis 300 ans en bois. Il s'agit de réfléchir et toujours à la même chose par rapport aux détails, par rapport à la gestion, comment l'eau circule. Exemple, le petit croquis que vous voyez au centre, fait par un de mes collègues, Nicolas Bernier, nous montre combien le solinage à la tête d'une fenêtre est si propice à la rétention d'eau. En fait, il n'y aurait pas de soleil, ça ne changerait rien parce que le soleil permet uniquement d'aller déverser de l'eau justement à des jonctions particulières des extrémités en bois. Toujours, dans le fond, réfléchir à ce qu'on fait par rapport à la sollicitation, la gestion, ce qu'on a parlé au webinaire numéro 2. La mise en œuvre des matériaux, évidemment, ça doit être adapté à ses propriétés, comme on voit, et il y a autant de modes d'installation que de matériaux, et avec un mode d'affaire des matériaux souvent qui sont faits de 3, 4 et même 7 ou 8 revêtements différents sur une même façade, et c'est la mode, regardez le type de condominium qu'on fait présentement. La commande est drôlement grande pour faire des détails qui assurent une durabilité à l'ensemble. Et pourtant, cette durabilité, elle doit aussi passer par la fixation même de ces matériaux. Simplement quelques images pour nous rappeler combien nous avons évolué au cours des dernières années en termes de fixation des ouvrages extérieurs. Nous avons maintenant à notre disposition des produits performants qui limitent l'écoulement de chaleur en utilisant la fibre de verre, l'acier inoxydable, les plastiques, etc., mais surtout en créant des dispositions pour qu'il y ait rupture dans les transferts thermiques. On peut trouver facilement des guides sur Internet qui nous permettent d'évaluer comment les ponts thermiques créés par nos assemblages peuvent être améliorés. Donc, vraiment, depuis quelques années, vous avez des excellents guides faits par différents fabricants, faits par des consultants, ici au Canada comme aux États-Unis, pour nous aider, nous, comme concepteurs, à développer, non pas développer des ponts thermiques, mais minimiser l'impact de nos ponts thermiques. Et regardons finalement notre dernier élément du détail, mais non le moindre, la connexion. Ouf! J'ai trouvé cet édifice cet été dans le sud de la France, en plein développement de ce webinaire, et je cherchais une image pour montrer les connexions. Alors, en voilà une. Balcon et pare-soleil se côtoient, s'additionnent, se recoupent, se doublent. Imaginez un instant la gestion de l'eau, les solinages, les percements. Alors, voilà l'image. Heureusement, c'est dans le sud de la France. C'est moins exposé, je dis moins, mais il y a tout de même des précipitations. Donc, une photo qui vaut finalement 1000 explications. On va passer à des images un peu plus simples, mais on peut comprendre ici justement l'importance des connexions. Je vous montre ici, donc on va retomber dans quelque chose d'élémentaire, une tour à condo à Laval au moment de sa réception, donc avant même qu'une saison se soit écoulée depuis sa construction. Les connexions sont comme les artères d'un corps. Ce sont elles qui assurent ou non le succès de l'ensemble eu égard à l'étanchéité. Les deux premières images de gauche montrent une jonction entre deux systèmes différents, mur scellé et mur à écran par pluie. Par la cavité de l'écran par pluie, ma broche se rend derrière le système scellé. Imaginez l'eau et l'air maintenant. Voilà une erreur fondamentale que l'on retrouve malheureusement assez souvent, d'autant plus lorsque différents systèmes se retrouvent sur une même façade. Et je vous ai dit tout à l'heure, il y en a des fois jusqu'à 7-8 éléments de plus en plus des systèmes de façade. Donc, évidemment, une compartimentation aurait été requise. Les autres images, ce sont des erreurs élémentaires. Contrepente à droite, absence de larmier en bas à gauche, et tensions capillaires favorisant l'entrée d'eau en bas à droite. Mauvaise conception, mauvaise installation ou les deux, il n'en demeure pas moins que peu importe le matériau de façade, ce sera habituellement la connexion, les jonctions qui assureront une bonne performance. Attardons-nous un petit peu pour finir sur les connexions, sur les fenêtres et surtout les jonctions mur-fenêtre. On voit ici une fenêtre beaucoup trop positionnée, comme on le voit vers l'extérieur, tellement que ses côtés de la tête en bois non recouvert sont exposés à l'extérieur, recouverts tant bien que mal d'une petite croûte de scellant. Une décision au chantier qui a entraîné une détérioration complète du bois
et la formation de champignons à l'intérieur des cadres de fenêtre. Au surplus, toute l'étanchéité des jambages reposait sur un cordon de scellement. Voilà une installation bâclée. Peu importe la performance de la façade proprement dite, l'eau par la jonction avec les fenêtres ira contaminer l'ensemble. Des travaux de remplacement complets ont dû être faits ici après seulement 5 ans. La position des fenêtres dans le mur constitue une décision majeure en lien avec les systèmes de murs et de matériaux et aussi en lien avec les conditions climatiques. Dans le présent cas, ici, on imaginerait mal des fenêtres posées tant à l'extérieur ou tant à l'intérieur. On a même les deux cas ici sur la même façade dans un climat froid. Les ponts thermiques créés par les membrures et la fenêtre risqueraient de favoriser la condensation. Ici, par bonheur, on est en Caroline du Nord, donc une telle installation semble très bien fonctionner. Toute la question des fenêtres constitue des décisions majeures montrées sur les détails et devant être appliquées au chantier. J'en appelle ici aux architectes, en passant, c'est 84% architectes ingénieurs à assister au webinaire. Donc, j'en appelle ici à vous, des détails à 1,10, un pouce au pied sont nettement insuffisants d'après moi pour montrer nos intentions. Allons-y avec des détails à grande échelle. D'abord, on va mieux se comprendre soi-même, qu'est-ce qu'on veut montrer, puis on communiquera plus facilement. Osons plus le 1,5 ou même parfois pour les joints le 1,2. Je vous rappelle ici une référence déjà montrée au deuxième webinaire, un guide de la SCHL ou sinon un guide de l'utilisateur de la norme 901, donc on a déjà vu dans le webinaire 2, qui décrit de façon très explicite chaque étape pour accomplir un bon détail de jonction. Donc on a vraiment des bons outils maintenant à notre disposition. Parce que les fenêtres ne sont pas toujours un simple carré, parce qu'elles deviennent bien souvent l'expression même de la façade et créent des surélévations, des projections, des toits, comme montré ici sur ce magnifique édifice d'une autre époque, quelque part à Boston, eh bien, nos détails d'architecture sont essentiels. Prenons le temps de dessiner chaque matériau, chaque espace, chaque séquence pour assurer une qualité de notre enveloppe. Priorisons les détails éclatés, comme ici, éclatés avec les lignes éclatées, afin que du premier coup d'œil, on puisse comprendre l'assemblage. En terminant avec les détails de jonction, voici ma question quiz du webinaire. Regardez bien cette image, un mur rideau, un parement de briques, en alignement complet avec son parement de briques, et voici son vrai détail de construction. Donc, vous voyez le détail en bas, et je vous pose la question, pourquoi ce détail est-il problématique? A. Continuité des plans d'étanchéité. 2. Position du mur rideau dans le mur. C. Gestion de l'eau. Ou D. Toutes ces réponses. Je vous laisse un petit 15 secondes pour bien regarder le détail qui parle par lui-même. Puis, Tu me diras on quand lance, lancer. on lance, On on est lance. prêt, on lance la question. On va regarder ça. Ben, c'est un quiz, mais Le vote est polarisé. il est où le vote? Excuse-moi, Madeleine. Ici. Oui. Excusez-vous, vous ne le voyez pas, on vous le montrera tantôt. Bon, on répond pas mal toute la même chose. Alors, on vous laisse encore un peu de temps pour voter. Tout le monde n'a pas voté. Vous savez, c'est un vrai détail, là. C'est pas quelque chose que j'ai dessiné sur le coin de la table. C'est un vrai détail qui a été construit. OK. C'est beau? Oui. Alors, Donc, on partage les réponses? oui. Si on peut les... Oui, alors les gens voient les réponses. OK, parfait. Donc, on voit que 90% d'entre vous dites que c'est l'ensemble et effectivement, c'est un détail qui ne fonctionne pas à plusieurs égards. Ici, je vous montre un petit peu une vue agrandie. La vue agrandie qui montre que ça nous fait encore plus peur finalement quand c'est gros. Si on regarde peut-être les éléments que je pourrais indiquer, évidemment, l'axe du mur. Hein, on a un axe d'isolation, le mur rideau, le vitrage, avec une brique, ce qui n'a aucun sens. La brique est froide, elle est à moins 30 pour regarder les trous dedans s'il fait froid. Donc, mauvais axe. Jonction entre un plan d'étanchéité du mur rideau et le capuchon de recouvrement. Donc, le plan d'étanchéité est mal mis, le petit scellant, avec la brique. Donc, ça veut dire que par la brique, par l'absorption de la brique, on peut rentrer directement à l'intérieur. Absence d'espace d'air, donc étanchéité nulle, que ce soit à l'air, à l'eau et à la vapeur d'eau. Les gyps, le par air n'est pas vraiment montré. Le par vapeur est discontinu. Je ne vous montrerai pas mon musée des horreurs, j'en ai ressorti un parce que c'est pas le but d'être
de se descendre le moral dans un webinaire, mais c'est pour vous dire que oui, ça se fait, ça se passe, des choses comme ça. On construit bien en général, on peut construire mieux, et il faut comprendre ce qu'on décide. C'est vraiment la question de comprendre ce qu'on décide, et je vous dirais que ces 5 erreurs sont inadmissibles, et n'hésitons pas à investir un peu plus de temps, d'énergie, puis d'argent dans ces étapes cruciales de la conception. On ne parlera pas d'argent encore aujourd'hui, mais souvent c'est une question d'argent aussi au niveau des détails de construction, des détails de jonction. Évitons de faire et répéter des erreurs simples à comprendre, chères à corriger, comme ici, un autre exemple, une jonction coursive en béton avec un bas de mur. Qu'est-ce que vous pensez qu'il se passera au moment même où un scellant fissurera, je parle de scellant de surface en bas, mais aussi le scellant, le béton, le scellant qui est entre 2 sections de la dalle de béton, qui, elle, va carrément rentrer jusqu'à l'intérieur. Pour terminer notre survol des matériaux et des connexions, donc, on va se souvenir que, premièrement, les matériaux de la façade sont stressés par l'environnement. Ça, on en a parlé depuis le début des webinaires. Les jonctions des matériaux et les jonctions entre les matériaux entre eux et aussi au niveau des joints de contrôle sont les points les plus vulnérables. Comme je disais, ce n'est pas tant le système qui est le problème. Souvent, ça va être tout ce qui entoure le système et les jonctions, les changements d'angle, les extrémités, tous les points qui sont les plus sollicités. Le mode de fixation fait partie de notre travail de réflexion à faire, la mécanique, l'adhérence, la mécanique, je parle de fixer mécaniquement, ou l'adhésion. Les solides, les vides, les espaces, les compartiments, bien, ça doit être considéré autant dans les simulations que dans les conditions de service en lien avec les transferts hydrothermiques. On fait des détails, mais vraiment, quand on peut modéliser, simuler les détails, bien, on va vraiment une coche au-dessus sur notre confiance, sur nos hypothèses. On a des matériaux qui sont combustibles, il y en a qui ne sont pas combustibles. On a beaucoup de travail à faire de ce côté-là et on voit que c'est une réalité présentement dont on vit avec ce qui s'est passé dans le monde depuis 3 ou 4 ans au niveau de certaines tours. On peut retrouver donc plusieurs matériaux qui forment des matériaux d'étanchéité, un matériau qui forme plusieurs plans d'étanchéité. Bref, il n'y a pas de solution magique. Il y a différentes solutions. Il y en a que moi, je priorise. Il y en a qui sont à développer plus. Mais c'est l'ensemble des composantes qu'il faut intégrer puis comprendre. Évidemment, aussi, un petit point avec le support structural. Souvent, la structure est indépendante de l'enveloppe, mais il y a plusieurs éléments connexes qui peuvent être intégrés. Donc, c'est un élément qu'il faut considérer. À travers tous ces éléments-là, donc, ce que je dirais, c'est qu'ultimement, composition, interrelation et intégration, bien pour moi, c'est les pierres d'assises d'un assemblage qui rencontre des exigences. On va terminer le webinaire avec quelques mots sur certaines considérations en lien avec la toiture. On va commencer par une belle image, saisissante par sa simplicité. Ici, un toit de parapluie, un toit pour apporter l'ombre. On imagine souvent la toiture comme quelque chose de simple, peu de détails, voire facile à faire comparé au plan vertical. Et c'est vrai en partie pour une certaine catégorie d'édifices, souvent commerciaux ou multirésidentiels. Mais le défi technologique des toitures est tout autre, alors que la toiture et le reste de l'ensemble s'intègrent, comme on a vu. Comme ici, des toitures qui constituent la clé de l'architecture et un défi d'enveloppe à maîtriser. J'ai pris 3 époques bien différentes. À gauche, le Panthéon de Rome. Au centre, c'est le hall d'entrée du Capitole de Washington. Et à droite, le musée juif de Berlin. 3 images éloquentes simplement pour se rappeler qu'une toiture, souvent, ce n'est pas seulement une grande membrane grise. Peut-être plus facilement que pour l'enveloppe verticale, les références en toiture sont faciles à trouver. Reconnues par l'industrie et d'une aide précieuse, les logos que vous voyez, c'est certaines des plusieurs associations qui peuvent être d'une ressource inouïe, évidemment avec les manufacturiers. Pour nous, au Canada, on va parler plus de la SEC ou le CRCA, à gauche, l'Association canadienne des entrepreneurs en couverture, et ici au Québec, évidemment, l'Association des maîtres couvreurs. Je vais limiter mon propos sur la toiture dans ce webinaire à quelques considérations. La composition de la toiture, entre autres, elle appelle à être imperméable pour pouvoir résister aux infiltrations d'eau, ça c'est facile à comprendre, pouvoir résister au soleil, à la neige, à la pluie, à la glace, ça commence à être plus compliqué. J'en ai parlé un petit peu auparavant aussi, eu égard au changement climatique. Être flexible pour pouvoir résister aux variations de température, non pas seulement au niveau des journées, mais aussi des saisons et évidemment des mouvements différentiels. Être fixé à la charpente pour pouvoir résister au soulèvement par le vent, encore là,
des considérations qui vont changer dans les années, des considérations, je parle au niveau normatif, posséder des pentes suffisantes et régulières, puis évidemment un système de drainage pour pouvoir se drainer. La composition de la toiture, donc, c'est relativement simple, mais compliqué aux jonctions. Et l'immersion doit être considérée, contrairement aux conditions de l'enveloppe verticale. C'est vraiment notre immersion. Puis j'ai peut-être une histoire pour finir à vous raconter sur l'immersion qui montre combien la toiture exposée à l'horizontale, évidemment, peut engendrer des problèmes, des défis. Il s'agit ici d'une immense toiture. Quand je dis immense, la plupart des gens ne croient pas que c'est une toiture. Là, ça ressemble à un champ, et c'est près d'1 kilomètre de long. C'est des condos de luxe dans une falaise, donc une terrasse immense, des centaines de pieds de long, une toiture végétalisée avec des problèmes d'exécution majeurs qui a mené à un déficit d'usage majeur. D'abord, un problème de sol non drainant, mais sans aucun respect, fait sans aucun respect avec les recommandations du manufacturier. Ensuite, avec une absence de dégagement sur tout le périmètre, vous voyez la photo à gauche en bas, limitant tout accès rapide aux zones vulnérables, parapet, ancrage, garde-corps, joint de contrôle. Petite histoire, vous voyez mal, il y a des grosses lignes dans les parapets, des lignes horizontales. Quand les gens coupaient le gazon ou taille bordure, ben, ils coupaient la membrane. C'était un déficit d'usage, pas juste d'exécution. Point suivant, dans le milieu, les équipements qui sont tous concentrés ensemble, sans base surélevée, donc pour les dissimuler, moins les voir, toujours une question de visuel, mais empêcher évidemment de faire des boîtes appropriées. Des évents à droite, on en voit un qui est dans l'eau, on fait un test d'immersion, fait de 2 matériaux qui ont réagi entre eux, aluminium, acier inoxydable et eau en permanence, et qui ont mené à la perforation des éléments d'aluminium, donc des bases en quelques années, et de l'infiltration d'eau. Bref, voilà un exemple où les travaux de toiture auraient commandé une attention particulière aux jonctions, d'autant plus sous une toiture végétalisée. Pourquoi je dis d'autant plus? Parce que ça a de gros avantages, une toiture végétale, mais ça coûte très cher. Avez-vous une idée du coût des correctifs ici? On parle de 100 000 de correctifs, donc c'est gros, mais c'est pas si énorme. Mais la reprise du couvert végétal a coûté 600 000 On n'est pas mal loin d'un développement durable. Pourtant, les toits terrasses, on le sait, les toits végétalisés, on la cote, et pour plusieurs raisons. On le sait, il y a diminution des îlots de chaleur, les quantités d'eau pluviale, diminution de la consommation d'énergie, contribution à la biodiversité, qualité de l'air, durabilité, etc. Les toitures végétalisées, les bassins d'eau sur les toits, voilà des bons exemples, c'est sûr, qui participent à l'amélioration et la qualité de vie. Il suffit par contre de comprendre que de telles installations commandent une étanchéité parfaite et un entretien rigoureux. Le défi en toiture, en sciences du bâtiment, se situe justement, à mon avis, à ce niveau. Alors, on va conclure déjà ce quatrième webinaire, juste avec quelques petites réflexions. Je vais vous laisser là-dessus. Les systèmes constructifs et les matériaux sont en constant développement. On l'a vu avec un dialogue avec la technologie, mais aussi avec toute la considération sociale et toute la visée environnementale qu'on vit présentement. En plus, les éléments traditionnels qui formaient des frontières entre les systèmes, murs, toitures, fenêtres, sont de plus en plus intégrés l'un à l'autre. Ces réalités exigent aujourd'hui des connaissances soutenues et des mises à jour de l'enveloppe, de même que des confirmations, je dirais, à toutes les étapes de nos projets, spécification, participation des fabricants, intégration des codes et des normes, essais en laboratoire et en chantier. Les principes de base sont certes toujours présents dans nos enveloppes, mais ils sont dorénavant confrontés à des innovations à tous les niveaux de l'architecture, aux plateformes de travail qui changent, aux communications, à la domotique, à la préfabrication. Bref, la science du bâtiment est noyée et intégrée dans tout cela. Ces approches innovantes confrontées au contexte de la construction et de la vie en service, de même que des nouveaux enjeux qu'on a face à la conservation, seront traités au prochain webinaire, le webinaire numéro 5. Alors voilà, c'était l'essentiel de ma présentation, Madiane. Ben alors, c'est peut-être le temps des gens qui auraient des questions à poser. Richard, on a un peu de temps donc pour répondre à des questions. Oui. Alors, j'en ai une première ici. On demande, envisagez-vous des changements majeurs dans la composition des matériaux de façade au cours des prochaines années suite aux tragédies récentes? Mon Dieu, je peux pas répondre d'office à une question aussi importante. Puis et la question est fondamentale. La personne qui la demande, c'est bien de se poser la question. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui sont envisagées parce que
les différents incendies qui ont eu lieu, on se souvient celui de Dubaï et de Londres, entre autres. Londres, ça a été plusieurs morts. C'est ça, une catastrophe humaine. Donc, vous vous souvenez comment les flammes se transportaient à travers la hauteur, ça sautait des... Donc, on a vraiment beaucoup de réflexions. Vous pouvez lire là-dessus, il y a plusieurs éléments, mais je sais que vraiment, il y a des études qui sont faites. Oui, surtout, comme je disais dans le webinaire, et ce que David m'expliquait, qui travaille avec moi, et qui est plus au fait de l'incendie chez UL, c'est plutôt l'interrelation puis l'intégration du feu et des autres éléments qui se faisaient moins avant. Donc, c'est peut-être ça qui va être le grand défi, que l'ensemble, la globalité d'un système soit regardée, non pas d'un côté le feu, puis de l'autre côté l'air, l'eau, etc. Donc, je pense que oui, il va y avoir des choses importantes qui vont se faire, puis on va suivre ça. Nous, on va suivre ça. Moi, j'aime beaucoup transmettre l'information, c'est certain, pour vous tenir à jour. Alors, on demande aussi, quoi penser de la performance des éléments préassemblés en usine? Ben, je vais vous répondre personnellement. Je n'en pense pas que du bien, mais j'en pense vraiment beaucoup de bien. J'en pense du bien. Je trouve ça malheureux. Je vous parle du fond de mon cœur. Je trouve ça malheureux que il y a 30 ans, j'étais à l'école d'architecture, puis on avait des cours de préfabrication. Ça semblait comme l'avenir. 30 ans après, il n'y a pas grand-chose qui a avancé de ce côté-là. Il y a pourtant des choses incontournables de ce côté-là. Dans les systèmes préfabriqués de murs rideaux, donc dans les systèmes légers, il y a eu un énorme pas qui a été fait. Donc, de ce côté-là, je vous dirais, oui, j'en pense du bien, puis ça va bien. Puis je regarde au laboratoire ce qu'on fait, c'est beaucoup d'analyses ou des essais de préfabrication. Mais dans l'ensemble de la construction au Québec, et je parle entre autres des petits bâtiments, il y a encore beaucoup à faire, je crois. Une autre question? Une question piège, je pense, celle-là. OK. T'es prêt? Oui. Si on compare le mur du Québec et celui en Belgique, le nôtre est celui qui était utilisé là-bas en 1999. Quand arriverons-nous en 2018? Mon Dieu, monsieur. Attendez, ça veut dire que nous, notre mur, si je croyais, notre mur ici, c'est le mur de la Belgique en 99? C'est ce que je comprends de la question aussi. Oui. Écoutez, moi, je connais pas la Belgique. Ce que je connais de l'Europe, c'est particulièrement l'Allemagne. Parce que par ma maîtrise, je suis allé rencontrer des gens là-bas. Et c'est sûr qu'ils ont une approche qui est beaucoup plus d'avance sur nous. La France suit, puis la Belgique fait de même. Mais les conditions énergétiques sont considérablement différentes. Nous, ici, je parle de l'efficacité énergétique. Il y a pas de règles, il y a des règlements, c'est pas beaucoup, mais on n'est pas, écoutez, l'électricité coûte pas cher ici, l'énergie. Donc, c'est comme si on a des très beaux vœux ici, mais ça va pas aussi vite qu'en Europe. Quelqu'un a répondu exact? Non, c'est Mme Sirois, je pense, qui disait, parce que tu disais, est-ce que c'est ce que je comprends? La réponse est exacte, mais... Ben là, peut-être aussi. Est-ce que tu as le temps pour une autre? On va en prendre une dernière, OK. Oui. Alors donc, la dernière question, vous parlez souvent du mur parfait dans vos webinaires, mais pourquoi ce n'est pas la façon de faire habituelle qu'on voit sur les chantiers? Le mur parfait, moi, l'expérience que j'ai, puis j'ai plus d'expérience dans l'institutionnel, on l'utilise depuis très longtemps dans les gros édifices institutionnels, donc les bâtiments, les hôpitaux, etc. Pas du tout dans le résidentiel, je parle d'isolation par l'extérieur. Pourquoi? Je pense qu'il y a beaucoup d'une question de savoir-faire et de tradition. Avec, entre autres, la PCHQ, d'autres intervenants, on a un comité qui commence, on commence à en parler ensemble, et ça fait déjà 3 ans que j'avais présenté à la PCHQ une conférence de ce côté-là, et les constructeurs n'étaient pas fermés, mais ils suscitaient beaucoup de questions que moi, comme architecte, j'avais même pas pensé par rapport au coût que ça peut engendrer de plus. Donc, toute la question du savoir-faire de ces gens-là, je pense qu'il faut qu'elle soit analysée, bonifiée, puis c'est ce qu'on va faire, j'espère, dans le comité qu'on monte, pour trouver une manière intéressante d'adapter le mur parfait aux considérations plus résidentielles. C'est un élément qui est important. Toute la question aussi d'isolation, quel type d'isolant, ça a été des grosses questions qu'on se pose. Je sais que nous, dans le comité, on a tous les intervenants de tous les types d'isolants, justement, pour qu'on fasse équipe. Là. Il n'y a pas de préférence. C'est beaucoup une barrière, je pense, qui n'a pas été étudiée, mais je suis sûr qu'au cours des prochaines années, on va avancer de ce côté-là. Parfait. Alors, c'est ce qui terminerait. Peut-être juste vous souligner que le prochain webinaire, on a changé de date. La date a été modifiée. On avait au départ annoncé le 22 novembre. C'est maintenant le 23 novembre. Il y a une raison particulière qui explique ça. C'est que Richard a été invité par Contec à prononcer une conférence dans le cadre de leurs expositions à Québec. Si mon souvenir est bon, c'est le 25 octobre.
Mais à Montréal, c'est le 22 novembre. Alors donc, on a déplacé le webinaire là, pour le 23 novembre. Ceux qui étaient déjà inscrits, votre inscription, d'ailleurs, vous avez reçu une communication à cet effet et votre inscription a été transférée. Alors, vous pouvez toujours vous inscrire au webinaire du numéro 5, le 23 novembre, à partir de notre site web. Et de toute façon, ceux qui ont répondu, là, qui voulaient se mettre leur nom sur notre liste d'envoi, vont recevoir de l'information à cet effet. Alors, je vois que vous avez tous assisté à l'ensemble de la présentation. Moi, je Alors, suis extraordinaire. Tout le monde est resté. faut Ben, croire que merci. c'est intéressant. Alors, donc, les gens qui ont participé, vous recevrez votre attestation officielle là, pour soit l'Ordre des architectes là, pour cumuler vos heures en formation continue, peut-être d'ici 2 à 3 semaines, le temps aussi de faire le montage de la présentation. Vous aurez l'hyperlien pour, à ce moment-là, vous inscrire là, pour soit visionner ou soit pour assister, vous inscrire au prochain webinaire. Alors, c'est ce qui termine. J'avais une question ici que disent, puis-je avoir une invitation pour le prochain webinaire? En fait, la loi anti-pourriel ne nous permet pas d'envoyer aux gens de l'information sans leur consentement. Vous nous faites parvenir votre nom, puis disant que vous voulez joindre notre liste, et puis à ce moment-là, on pourra vous inscrire. Alors, ça termine. En fermant la présentation, vous allez avoir un petit sondage d'appréciation. Alors, on vous invite évidemment à le compléter et nous donner votre appréciation de la formation d'aujourd'hui. Alors donc, on vous attend le 23 novembre pour le 5e et dernier webinaire de cette série-là. Oui, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres. Alors, je vous remercie encore une fois et puis bonne fin de journée. Merci.